14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. J'ai le plaisir, je dirais même l'honneur de recevoir aujourd'hui Jean-Michel Ougourlian à l'occasion de la sortie de son dernier livre qui revient sur un thème essentiel, un thème qui m'est cher, le désir, et plus précisément le titre du livre, Les mécanismes du désir. C'est aux éditions Robert Laffont, comprendre la passion, la jalousie et la rivalité. Alors certains d'entre vous sont peut-être un peu familiers avec ce terme de désir mimétique, mais peut-être que pour d'autres c'est assez mystérieux. Mais de toute façon, vous avez tous déjà vécu cette expérience. Alors je vais vous donner l'exemple qui me semble vous parlera bien. Vous voyez votre partenaire qui se fait draguer par quelqu'un d'autre, et d'autant plus si c'est quelqu'un d'assez proche, par exemple votre frère, votre meilleur ami, et aussitôt vous avez un ressenti assez curieux qui vous envahit. Alors soit l'envie de sauter sur votre rival pour le neutraliser, soit une montée de désir pour votre partenaire. Eh bien, il y a un autre exemple que je peux vous donner. Quand vous observez des enfants, je dirais même lorsque j'observe mes chiennes, il suffit qu'on donne un jouet à l'un d'entre eux pour qu'aussitôt les autres veulent prendre ce jouet. Eh bien, c'est tout ça que va nous expliquer durant ces 2 heures Jean-Michel Ougourlian. Et il va nous aider à sortir de la jalousie, de la rivalité, afin de bien vivre nos désirs. Et bien sûr, je vous invite à venir poser vos questions ou à témoigner en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Jean-Michel Ougourlian. Bonjour chère Brigitte. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes neuropsychiatre, psychologue, écrivain de nombreux livres. Je me souviens que je vous avais reçu il y a très longtemps pour un livre dont le titre était Genèse du désir. Absolument, absolument. C'était pas hier, c'était il y a plus de 15 ans. C'est ça, voilà. Et depuis, vous en avez sorti d'autres de livres, toujours sur ce sujet qui vous tient tellement à cœur et évidemment, c'est le sujet essentiel de l'humanité, le fameux désir. Absolument. Si vous voulez, l'imitation a été repérée comme mécanisme fondamental de l'hominisation déjà par Aristote, qui disait: ce qui fait la supériorité du petit anthropos sur tous les autres animaux de la Terre, c'est sa capacité mimétique, et c'est par le mimisme qu'il acquiert tous ses apprentissages. Et effectivement, quand un petit enfant naît, il n'a pas le choix. Il a des modèles qui sont ses parents. S'il parle français, il parlera français. S'il parle japonais, il parlera japonais. Mais quand vous prenez un chat ou un chien, vous pouvez lui parler tant que vous voulez. Vous pouvez éventuellement... Un chat ne fera jamais wou, wou, wou. Non, il ne fera pas wou, wou. Mais de toute façon... il ne parlera jamais ni français, ni japonais, ni rien du tout. Il peut y avoir entre vous deux un langage des signes. Il comprend des signes. Mais je suis d'accord. Mais c'est pas la même chose. Pourtant, je leur parle. Pardon ? Et pourtant, je leur parle. Ah non, mais on peut toujours leur parler, mais il y a une réponse, il y a une communication. Mais il n'y a pas cet apprentissage qui permet petit à petit d'acquérir la langue. Et ensuite, tout se fait par imitation. On apprend à écrire en copiant, et d'ailleurs, quand on observe un couple au long cours, il y a un certain mimétisme entre des mêmes gestes, des mêmes goûts. Enfin, ça on le voit. Cet exemple me semble tout à fait évident. Mais vous savez, il y a un Américain qui a fait cette expérience. Justement, il prend des couples mariés depuis un certain temps, pas depuis 3 jours. Et il leur pose la question, par exemple, à votre avis, voilà une carte de restaurant, qu'est-ce que votre mari va choisir ? Et 9 fois sur 10, la femme sait à l'avance ce que le mari va choisir, et inversement. Donc par conséquent, il y a une espèce d'habitude qui s'installe et qui fait qu'il y a une espèce de... Et alors, de ressemblance. Osons le mot. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis Aristote, on avait beaucoup travaillé la chose. Et en fait, l'imitation porte sur un certain nombre de choses. Elle peut porter d'abord, avant tout, sur le paraître. C'est ce que fait par exemple Laurent Gérard lorsqu'il imite Charles Aznavour.
il imite le paraître de Charles Aznavour. Et la voix, les gestes, etc. Puis ça peut aussi porter, et c'est là que nous arrivons au désir mimétique, ça peut porter sur l'avoir ou sur l'être. L'imitation qui porte sur l'être avait été baptisée par Freud identification. Et l'imitation qui porte sur l'avoir, eh bien, René Girard a montré que c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. C'est-à-dire que si je vous vois... C'est le but de la publicité. Quand on montre Georges Clooney qui boit du café, ça fait... N'est-ce pas? On est d'accord. Non mais... La publicité, ce qui fait que cette psychologie mimétique, à mon avis, est vraiment au cœur du problème et parle vraiment de la réalité psychologique, c'est justement qu'elle rapporte des milliards à la publicité, alors qu'aucun psychanalyste et aucun psychiatre, je peux vous en parler, n'a jamais gagné des milliards, même en des années de pratique. Donc par conséquent, si vous voulez, ça prouve que il y a là vraiment quelque chose de vraiment fondamental. De la même manière... Et c'est important de comprendre ce désir mimétique pour comprendre la relation humaine, en fait. Hein. Alors, absolument, la relation humaine est fondée là-dessus. C'est-à-dire que vous voyez que votre voisin a une belle montre, aussitôt, vous pouvez avoir envie. Et alors, ce qui est très extraordinaire, c'est que dans le délai d'une vie humaine, en 61, René Girard, à partir de l'analyse de textes romanesques, Stendhal, Proust, Shakespeare, Dostoïevski, Cervantes, arrive à l'idée que tous les personnages fonctionnent selon le désir mimétique, selon la jalousie, l'envie, etc. Ou la rivalité. Oui. Et la rivalité. Et dans le courant de sa vie, en 1995, il m'appelle, il me fait venir à Palo Alto, et nous avons une réunion extraordinaire avec les scientifiques, les neuroscientifiques de Parme, Rizzolatti, Gallese, etc., qui ont découvert les neurones miroirs, c'est-à-dire qui ont découvert que si je mets un PET scan sur ma tête et que je fais des gestes, mais des gestes signifiants, pas des gestes n'importe comment. Je tends la main, je prends un verre d'eau et je le porte à mes lèvres et je l'avale. On voit les faisceaux et les neurones qui correspondent à la mise en œuvre de ce geste s'allumer. Mais si vous, qui me regardez sans rien faire d'autre, on vous met un PET scan sur la tête et que vous me regardez simplement, les mêmes zones, les mêmes neurones, les mêmes faisceaux vont s'allumer dans votre cerveau de la même façon. En d'autres termes... Donc les neurosciences ont montré la réalité. Les neurosciences ont montré que nous sommes en miroir, que nous sommes en Wi-Fi, en Bluetooth, en tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire que nous sommes en connexion. Alors ce que vous dites, enfin bon, vous évoquez d'abord dans le premier chapitre de votre livre des exemples très concrets de couples, oui. Et ça c'est bien parce que ça montre que la vie de couple n'est faite que de ça, de désir, etc. Et je trouve qu'il y a une chose aussi très intéressante que je voulais dire avant qu'on donne la parole évidemment aux auditeurs. Vous parlez de la différence entre le besoin et le désir. Je trouve ça très bien. Le besoin, ça peut se satisfaire de n'importe quel objet. Si vous avez soif, c'est un besoin. Mais ça peut être satisfait par de l'eau, de la bière, du Coca-Cola ou n'importe quoi. Mais si vous désirez une femme, ça peut pas être satisfait par n'importe qui. N'importe quelle femme, non. Mais si vous avez un besoin sexuel, ça peut être si vous avez un besoin satisfait sexuel par la masturbation ou n'importe quelle femme. Vous pouvez y arriver. Mais si vous désirez vraiment, si vous êtes amoureux fou d'une femme, toutes les autres ne comptent pas à vos yeux. Et ce que vous dites aussi d'intéressant, c'est que le besoin, une fois satisfait, ça va, il se calme, c'est fini. Le désir n'est jamais satisfait finalement. Mais non, parce que le désir, au fond, est toujours le désir qui porte sur l'objet du modèle est toujours transitif vers l'être même du modèle. Et le meilleur exemple, si vous avez un instant, c'est l'histoire du paradis terrestre. Dans le paradis terrestre, tout est gratuit, tout est parfait, tout est merveilleux et tout est à disposition.
la nourriture, tous les animaux, tout va bien. Enfin, et tout est gratuit. C'est un club méditerranéen très très bien organisé. Mais brusquement, Ève s'aperçoit qu'il y a un arbre dont le fruit lui est interdit. Et alors c'est là que justement notre amie commune Haruna Lipsich dit qu'elle est en admiration devant la curiosité et le courage de Ève. La curiosité, c'est quoi? La curiosité, je dirais, c'est la tête chercheuse du désir mimétique. Qu'est-ce que l'autre a qu'il me cache? Qu'est-ce que l'autre a que je n'ai pas? Et puis le courage, ensuite, c'est de s'approprier violemment, et contrairement à ses instructions, de s'approprier l'objet qu'il vous interdit, et qui, le fait de vous l'interdire, d'ailleurs, fouette votre désir mimétique. Et à ce moment-là, vous mangez le fruit. C'est la fameuse transgression dans la sexualité, hein, quelque part aussi. Si on veut faire quelque chose de plus simple pour ceux qui nous écoutent, s'autoriser quelque chose qu'on n'a pas le droit, c'est parfois meilleur que ce qu'on a le droit. Non, bien sûr. Eh bien, on va parler de tout ça, on va parler du désir pendant 2 heures, et je crois que ça ne suffira pas pour évoquer le désir sous toutes ses formes. On vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes aujourd'hui avec Jean-Michel Ougourlian, neuropsychiatre, auteur de ce livre « Les mécanismes du désir » aux éditions Robert Laffont, que je conseille si vous voulez mieux comprendre comment bouge notre désir et comment il nous piège parfois aussi. N'est-ce pas, Guy? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Donc ça vous est arrivé de désirer la femme d'un ami? C'est pas bien ça, Guy, enfin voyons. Ah, et pas qu'une fois, hein. Attention, pas qu'une fois. Ah oui, et plusieurs, donc de plusieurs amis ou il a eu plusieurs femmes? Oui, de plusieurs amis, on va dire, quand j'étais plus jeune, dans mon adolescence, et puis même par la suite, et parfois même encore maintenant, quand on voit la femme d'amis, de connaissances ou autres, on voit toujours ce que je dirais, ce qui va nous attirer chez la personne, ce qui va nous plaire. Parfois ce qu'on n'a pas chez nous, et on va toujours voir le côté positif de la personne. Jamais le quotidien de la personne, jamais son quotidien avec son mari, comment elle est à la maison, etc. Et c'est vrai que des fois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais c'est vrai que la tentation de dire tiens, cette personne-là, elle me plaît, elle me correspondrait peut-être mieux, tout ça, parce qu'effectivement, je vais principalement être attiré par uniquement ce qui m'intéresse. Mais est-ce que ça voudrait dire, Jean-Michel Ougourlian, que puisque c'est la femme d'un ami, c'est forcément quelqu'un que j'ai envie de convoiter, que c'est quelqu'un de bien, parce que vous appréciez vos amis et vous pensez qu'ils sont capables de choisir des femmes mieux que vous? Non, pas du tout. Je crois que c'est simplement le fait de voir que votre ami désire sa femme. En tout cas, on peut supposer qu'il la désire. À ce moment-là, vous imitez le désir de votre ami. Et votre ami, qui était jusque-là votre ami, à partir du moment où vous désirez la même femme, c'est-à-dire un objet désiré par l'un et l'autre, mais non partageable, en tous les cas dans le monde normal, non partageable, vous êtes rivaux. À partir de là, vous êtes attiré par la femme parce qu'elle est désirée par votre ami, et en même temps votre ami devient votre rival, puisqu'effectivement, il se réserve cette femme que dorénavant vous désirez. Mais vous la désirez parce qu'il la désire. Et donc vous pouvez ainsi être successivement amoureux, entre guillemets, de toutes les femmes, de tous vos amis, enfin presque. C'est-à-dire que si chaque fois que vous voyez un ami à vous ou un homme désirer une femme, vous vous mettez à imiter son désir, alors là, il suffit d'ailleurs de lire les magazines, qui actuellement fleurissent partout. De people, oui. Les people, tout ce qu'on voit, c'est le mariage, le divorce, tout ça dans quelques semaines ou quelques mois. Donc en fait, Guy, votre fonctionnement est très très humain. Hein, je veux dire, il est assez naturel. Après, ce qu'il faut, c'est arriver à prendre conscience de ça. Mais ça, vous l'avez fait visiblement. Et puis c'est de se dire que, puisque j'en ai une de femme, autant que je m'organise pour continuer à désirer la mienne, en fait. Alors il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'effectivement, alors moi, ça va pas jusqu'au bout, on va dire, de tomber absolument amoureux, mais c'est désirer la personne comme elle est, ce qu'elle va dégager, ce qu'elle va représenter.
parce que, par exemple, quelqu'un, je sais pas, un ami, voilà, il a sa femme, et puis, je sais pas, on va en soirée, voilà, elle est habillée, elle est sexy, et par exemple, ma compagne n'est pas habillée de la même manière, je vais peut-être pouvoir la désirer, ou sa manière d'être. Moi, je me souviens très bien, dans ma jeunesse, effectivement, j'avais une amie qui est sortie avec un de mes amis, donc il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'étais également en couple, et c'est vrai que quand je la voyais, ça me faisait quand même quelque chose, finalement, parce que maintenant, elle a été prise. Et ça me faisait quelque chose. Et c'est vrai que Alors, vous voulez dire que donc c'était une amie avec qui il n'y avait pas de désir, hein, c'était une amie amitié. Du fait qu'elle se mette avec un de vos amis, du coup, vous l'avez désirée. J'ai un peu plus désiré, j'ai davantage désiré. Et puis à force de les voir en couple, etc., et puis de voir, comme je disais, à chaque fois le bon côté du couple. Quand on est en groupe, on voit le bon côté, la rigolade, etc. On ne voit pas le quotidien. Comme moi, on voit pas mon quotidien. Et là, je me suis dit, tiens, voilà. Alors, ça m'est arrivé une fois, après qu'ils aient rompu, de se sortir avec cette personne-là. Et ça a duré 10 mois. C'était pas une relation du sexe. Mais c'est toujours des fois le truc de ce qu'on attend, on le dire, parfois. Et une fois qu'on l'a, c'est là qu'on s'aperçoit si le désir était bien. D'accord, donc quand ils ont rompu, vous êtes sorti du coup avec votre ami, et là vous vous êtes dit finalement, une fois que je l'ai, elle est moins désirable que quand c'était mon ami qui l'avait, quoi. Évidemment, parce que le fait que l'ami ne la désirait plus, puisqu'il s'était séparé, aussitôt ça a été votre désir qui était... qui imitait celui de votre ami. Donc, comme votre ami ne le désirait plus, votre désir s'est éteint de la même façon. Alors, vous avez essayé un petit peu, mais ça n'a pas marché. Et ça ne peut pas marcher. C'est très extraordinaire. Nous sommes absolument conduits par le mimétisme et le désir mimétique qui engendre la rivalité, mais qui engendre aussi l'exacerbation du désir. Nous sommes tout le temps en train de désirer ce que l'autre a et que nous n'avons pas. Et quelle est alors vous allez me dire quelle est la réponse, quelle est la sagesse? Oui. Eh bien, la sagesse, c'est déjà Voltaire qui nous l'avait donnée. Dans Candide, Candide interroge un vieux Turc. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites toute la journée? Et le vieux Turc lui dit, mais je cultive mon jardin. Et ceci, avec ma famille, nous évite l'ennui et le besoin. Alors, en d'autres termes, je ne regarde pas les jardins de mes voisins, le plus grand, le plus vert, le plus beau, Je cultive mon jardin. Ce qui signifie que le sommet de la sagesse, pour Voltaire, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. C'est très bouddhiste, aussi. C'est universel. Oui, bien sûr, mais il y a des... Oui, bien sûr, ça devrait être universel. Ça devrait être universel. Mais il n'y aurait plus de guerre, puisqu'on ne désirerait plus envahir sinon... Ça, c'est en quelque sorte une attitude de sagesse, presque, je dirais, de bonheur paradisiaque. Mais l'enfer absolu, c'est de désirer systématiquement tous les objets que les autres ont et que je n'ai pas. Parce qu'à ce moment-là, imaginez-vous, vous prenez le métro et vous faites 10 stations. Sur les 10 stations, on vous propose un voyage aux Caraïbes, une paire de chaussures, une robe, etc. Si vous attrapez tous ces désirs en sortant du métro, vous êtes malade. Oui. Et donc, Guy, ça s'est calmé un peu, cette tendance à... Oui. Mais donc, c'est bien, ça prouve que vous devenez sage. Avec le temps, oui, on apprend, mais bon, ça ne m'empêche pas aussi parfois de désirer, mais pas de la même manière, mais comme disait Jean-Michel à l'instant, effectivement, on désire ce qu'on n'a pas, et oui, c'est ce truc-là c'est cette petite palpitation, cette excitation, mais bon, après, je reprends avec le temps, oui, mais en même temps, et Jean-Michel Gourlian, vous en parlez aussi dans votre livre, en même temps, le désir est un mouvement et on a besoin de ce mouvement pour se sentir en vie. Absolument. Donc il ne faut pas non plus tuer. Non, parce que l'absence désir. totale de désir, alors c'est la dépression, si on ne désire plus rien. Mais je crois que dans le cas de notre ami, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut arriver à s'améliorer ou à être plus heureux en se concentrant non pas
sur la relation entre son ami et sa femme, ou simplement en se concentrant sur les qualités extraordinaires de cette femme, et les plus belles, et les plus grandes, et les plus blondes, et les plus chouettes que la mienne, mais en essayant d'analyser la relation qu'il y a entre lui et son épouse, ou son ami, et d'essayer de voir si cette relation est satisfaisante, ou si cette relation est une relation de rivalité. Parce qu'évidemment, dans un couple, le problème de la rivalité est central. Si le mari rentre, par exemple, le soir et dit « Tu sais, ma chérie, c'est formidable, aujourd'hui, mon patron m'a félicité et il m'a dit que le rapport que j'avais fait était extraordinairement intéressant et il m'a donné un avancement. » Aussitôt, sur la balance entre les deux, lui, il monte et elle, par la force des choses, descend. Et donc elle le regarde et elle lui dit « Mais pour qui tu te prends ?» Et ça, c'est quotidien. Oui, vous abordez aussi ce sujet de la rivalité dans le couple, mais ce sera peut-être le témoignage d'un autre auditeur. Guy, merci beaucoup en tout cas, merci de ce témoignage qui illustre bien ce fameux désir mimétique. On va faire une petite pause, on retrouve Flore Chéry dans un instant pour notre Sexy News. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Michel Gourlian, nous écoutons Flore Chéry. Je crois que vous allez nous dévoiler un programme d'éducation sexuelle pour la rentrée 2024 ? Exactement. Vous savez que l'État est souvent rappelé à l'ordre pour faire appliquer les cours obligatoires d'éducation à la sexualité et à la vie affective. Et il a dévoilé il y a quelques semaines son programme qui sera appliqué dès la rentrée 2024 de la maternelle au lycée. Évidemment, il n'est pas question d'apprendre à des petits à se masturber. Je le rappelle parce que régulièrement... Oui, c'est fou parce qu'on entend ce genre de bêtises. On voit souvent ça sur Twitter. Oui. Mais le but de ce programme, c'est bien d'éveiller les consciences sur la notion d'intimité. Et je dois dire que je l'ai trouvé vraiment bien. C'est la première fois que je lis un programme d'éducation à la sexualité dont non seulement je ne sens pas une forte imprégnation politique, que ce soit fait par les abolitionnistes ou au contraire les anti-abolitionnistes très pro-sexe. Je ne vois pas non plus que des sujets d'obsession qui concernent les adultes comme la prostitution, le porno, que je voyais beaucoup dans d'autres programmes à la sexualité. Mais j'y découvre des sujets innovant et pertinent et aussi une forme d'humilité de la part des enseignants qui n'obligent pas à apprendre des savoirs universels mais qui proposent avant tout de développer l'esprit critique de l'enfant. Par exemple, en maternelle, on demande à l'enfant de se questionner sur le secret. Qu'est-ce qu'un secret ? À qui on doit le dire ? Pourquoi on ne peut pas le dire à tout le monde ? Et j'ai trouvé ça d'une vraie pertinence, parce qu'en effet, le secret, c'est un des vecteurs forts en cas d'inceste ou d'attouchement sur un mineur. On entend parfois cette phrase, tu le dis à personne, c'est notre petit secret. Le truc atroce que l'enfant va garder dans le silence comme un fardeau pour protéger l'adulte, parfois au détriment de soi-même. On y apprend aussi dès la maternelle à déterminer qui sont les adultes de confiance et qui ne le sont pas. On y apprend les mots de l'intimité, à nommer son corps, ce qui est essentiel pour mieux le penser, pour mieux poser ses limites. Pour le primaire, on va parler de ce qu'est l'amitié, des potentielles différences avec l'amour. On parle de la prise de décision sur un acte intime, de savoir qu'on a le temps de le prendre quand on doute, quand on n'est pas sûr, que l'urgence dans le domaine de l'intime n'existe pas. On apprend pourquoi les enfants peuvent être méchants les uns avec les autres, comment faire quand on a du mal à s'exprimer, à se faire écouter. On apprend les différentes façons de faire famille et à comprendre comment vivre les autres enfants de la classe. Au collège, on apprend le décalage entre la vie publique et la vie privée, à se questionner sur ce que l'on a envie de partager de soi sur les réseaux sociaux, à savoir où aller trouver des ressources si on a besoin d'aide, si on a des questions. On apprend à savoir comment le corps change, comment il va évoluer. Au lycée, on étudie les lois, leurs évolutions dans le temps. On apprend les réflexes pour se protéger. Donc évidemment, mettre le préservatif ou choisir sa contraception, le processus pour une IVG. On réfléchit sur ce qu'est la sexualité, à la fois ce qu'elle a d'attrayant et d'exaltant, mais aussi en quoi elle peut être inquiétante. Parfois, des liens sont faits à chaque fois avec des matières comme l'histoire, la biologie, les mathématiques et le français. C'est humble, adapté aux questions de chaque âge, avec une juste dose entre protéger l'enfant et le jeune et l'inviter à explorer le monde de l'intime et du sexe. Il a été proposé par 18 experts, la plupart issus du monde scientifique et du monde académique. Et à la fin de la lecture du programme, on a vraiment le regret de ne pas avoir connu ce type d'enseignement quand on était jeune. On se dit qu'on aurait peut-être gagné beaucoup de temps dans la vie et c'est certainement à ça qu'on mesure l'importance de l'enseignement à la vie affective et sexuelle. Alors, c'est vrai que ça paraît comme ça très bien. Enfin bon, encore qu'il y a peut-être certains points qui sont peut-être un petit peu
Bon, mais faudra-t-il voir comment ça se... Vous avez raison. Et il y a une différence entre la théorie et la pratique. La théorie, je la trouve assez juste. Je la trouve assez même originale par rapport à la Belgique ou à d'autres pays qui mettaient en place une éducation à la sexualité, mais que je trouvais assez dure, assez orientée, voilà, avec un corps enseignant qui imposait des savoirs aux élèves. Là, je la trouve très juste. Maintenant, à savoir si, évidemment, mais par exemple, il y a quand même une chose sur laquelle je suis assez sceptique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Michel Gourlian, mais apprendre à des tout petits ce que c'est que le secret, je trouve ça assez dangereux, moi, personnellement. Je ne suis pas sûre que ce soit... Moi, personnellement, si vous voulez, ma position est un peu différente. Je considère que la sexualité, dans le monde où nous vivons, dans tous les mondes d'ailleurs, n'est pas un sujet d'enseignement. Ce n'est pas un sujet qu'on enseigne. La sexualité, c'est une initiation. Et les êtres humains, pour mûrir, pour grandir, pour se constituer, ont besoin de passer par des étapes initiatiques. Il y a des rites d'initiation dans les tribus traditionnelles, dans lesquels on passe du stade d'enfant au stade après avoir traversé une épreuve. Chez nous, en Occident, il n'y a plus aucun rite initiatique, d'aucune sorte. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus rien. Et donc, par conséquent, je crois que la sexualité, c'est le dernier rite initiatique, c'est la dernière initiation. Et il faut la faire soi-même, avec peut-être la direction de quelqu'un qui peut vous aider au besoin. Mais l'essentiel, c'est le processus initiatique. C'est pas de vous balancer à l'avance, voilà, il va vous arriver ça, ça et ça, parce que ça peut arriver ou ne pas arriver, ou ça peut vous terrifier, ça peut vous égarer. Non, il faut que l'initiation, c'est un processus de maturation personnelle constitutif de la personnalité. Mais la difficulté, en fait, pour tout gouvernement d'ailleurs, hein, de créer un vrai programme d'éducation à l'affectif, d'ailleurs, je préfère ce terme. Oui, c'est affectif plus que la sexualité. Hein, c'est que de toute façon, on n'aura jamais trois personnes d'accord. Hein. Alors, vous avez vraiment raison, Brigitte. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je me méfie souvent des cours d'éducation à la vie affective ou à la sexualité, parce que 3 adultes peuvent être éduqués, très bienveillants et avoir 3 avis très divergents. En revanche, ce que je trouvais intéressant dans ce programme, c'est qu'il dit juste, on invite l'enfant à se questionner. On lui donne des mots. Les mots, c'est des armes. Ça permet de penser, ça permet de poser des limites. On ne lui dit pas ce qui va arriver dans la vie. On lui donne juste des clés pour mieux penser. Alors, c'est un peu terrifiant parce que ça oblige l'enfant à se responsabiliser et à penser par lui-même et à choisir lui-même sa vie future amoureuse. Là où peut-être des personnes d'une génération au-dessus, ou peut-être la vôtre, avaient des rails qui étaient conduit par la société où fallait se marier, enfin il y avait un schéma un petit peu traditionnel à suivre. Aujourd'hui, on arrive sur des jeunes qui, de plus en plus, ont une autonomie de choix. Les rails ont certainement aidé beaucoup de gens à ne pas dérailler, justement. À pas dérailler, voilà. Et donc là, on est face à des jeunes dont on oblige la prise de décision et l'autonomie dans leur vie affective et dans leurs choix futurs. Et ces choix, le problème, c'est qu'ils impliquent aussi parfois des enfants, une vie de famille qui vont se construire ou qui va se détruire. Je suis d'accord. Et donc, développer l'esprit critique, parce que c'est juste ça, ce qu'ils qu'il faut juste faire attention, c'est que quand on a 3 ans, 4 ans, on peut pas développer son esprit critique. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on parle de... c'est surtout le secret, c'est surtout dire, voilà, là, t'as un zizi... mais parler de secret à un enfant de 3-4 ans, je pense que c'est pas possible. Je vais vous dire, moi, mon avis, c'est que le risque que je vois, après de nombreuses années d'expérience de psychiatrie et de psychologie, c'est que chacun des enseignants va prendre ce texte et l'interpréter à sa façon. Ça, c'est un risque, ça c'est vrai. Et il va projeter sur les enfants ses problématiques, ses problèmes à lui, ses désirs à lui, et par conséquent, il va en quelque sorte les imprégner de tous ses problèmes à lui. Il va pas du tout leur donner un espèce de truc... Non, il faut préserver, je le répète encore une fois, il faut préserver la vertu initiatique, la dernière qui nous reste, c'est l'initiation à la sexualité.
En tout cas, ouais. ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Jean-Michel Gourlian, et je vais revenir sur la question de l'intime. Aujourd'hui, on entend certains philosophes, certains sexothérapeutes, etc., dire que l'intime, c'est politique, ou au contraire, ça doit rester secret, justement parce que ça ne doit pas être politique. Et c'est quelque part ce que vous êtes en train de nous dire avec d'autres mots. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, après... Voilà. Moi, je me mets dans le camp inverse, mais je trouve ça aussi intéressant de pourquoi pas le préserver. Maintenant, je pense que quand on a des mots, une réflexion, on a déjà on est mieux armé pour affronter les premiers passages de la vie qui, en effet, les rites initiatiques que vous avez à votre génération ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous faites harceler sur les réseaux sociaux ou parce que vous avez des nudes qui... Ah oui. Enfin, mais c'est ça, les problèmes des jeunes aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes filles de 14 ans qui se retrouvent avec leurs photos d'elles toutes nues affichées partout dans la cour de l'école. Et si au bout d'un moment, on ne fait pas de la prévention en expliquant ce que sont les réseaux sociaux, voilà, on peut aussi laisser la jeunesse. Vous n'avez pas été exposé au porno à l'âge de 12 ans. Enfin, il faut comprendre aussi que la jeunesse aujourd'hui n'a pas du tout les mêmes problèmes et ont même des problèmes que vous n'avez pas forcément anticipés aujourd'hui. Donc je trouve ça bien et je trouve ça moderne de la part de l'école, au moins d'essayer de faire de la prévention et d'essayer d'avoir des initiatives. Je trouve ça assez Oui, joli. alors, est-ce que ça peut être géré par l'enseignement ? Je ne sais pas. Mais ce que j'observe, c'est qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. Le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui bouleverse totalement les rapports interhumains, entre les êtres humains. Ça donne lieu à des harcèlements, ça donne lieu à des poursuites, etc. Et ça conduit à la violence, parce que quand vous voyez cette petite fille de 12 ans violée, martyrisée et brûlée par des petits enfants de 12-13 ans, c'est absolument hallucinant. Et ça, ils l'ont attrapé mimétiquement sur les réseaux sociaux. Ils ne l'ont pas appris ni à l'école, ni chez... Enfin, j'espère, pas chez eux, à la maison. Non, bien sûr. Voilà, donc c'est juste que les problématiques, elles évoluent très vite. Alors, les réseaux sur une sociaux, c'est génération. le grand problème actuellement de la jeunesse. Ce sont les réseaux sociaux qui leur apprennent... Moi, je ne sais pas si vous avez le temps, je peux vous raconter que récemment, des amis m'ont demandé de donner mon avis sur un cas très difficile. Un petit jeune qui était tout le temps en train de faire un geste de la tête, comme s'il voulait chasser une mouche avec sa tête. Et alors, il a été vu par un premier psychiatre, qui a dit « Ah ben ça, c'est évident, c'est une névrose obsessionnelle ». Il a été ensuite envoyé aux États-Unis pour être évalué, et la même chose, obsessive compulsive disorder, obsession, compulsion, etc. Et quand, finalement, ils m'ont demandé mon avis, j'ai interrogé ce garçon et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Mais je secoue la tête pour chasser l'idée que Dieu est fâché avec moi parce qu'il considère que je suis coupable de quelque chose. » Et je lui ai dit « Mais qui t'a mis cette idée dans la tête ?» Il dit « Mais c'est ce que j'ai vu sur TikTok. » Et donc, je dis aux parents, et j'ai dit, premièrement, il n'a pas de névrose obsessionnelle. À 14 ans, on n'a pas de névrose obsessionnelle. Et deuxièmement, le responsable, c'est TikTok. Il faut lui enlever TikTok et lui donner un petit tranquillisant pour qu'il se calme. Et en une semaine, il était bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est TikTok qui l'avait rendu malade. Parce qu'il l'avait persuadé que Dieu lui en voulait. Je ne sais pas quel était le prédicateur sur TikTok qui avait cette idée farfelue, mais il la lui avait mise bien dans la tête. Et alors ce malheureux secouait la tête dans tous les sens pour chasser cette idée. Oui, enfin, il n'est pas tout net quand même. Hein. Excusez-moi, Jean-Michel Gourlian, il n'est pas tout net quand même. Il n'a peut-être pas une névrose obsessionnelle, mais enfin, Non, mais... Ça aurait pu être c'est un autre débat. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Flore Chéri. On va suivre ça de près, en tout cas. Et puis, je rappelle qu'on peut vous suivre aussi sur votre podcast Fantasme, un podcast où vous explorez les fantasmes de vos invités. Et puis, bien sûr, on peut toujours aller voir la pièce. Non, elle ne se joue plus, je crois, votre pièce. Plus 5 à 7, mais il y a Érotique Olympique tous les jeudis à 20h30. Au Suite Paradise, 12 rue Marie Stuart. Dans le 2e, allez-y.
allez-y, il paraît que c'est un endroit tout à fait sympathique. C'est ce que nous disent les auditeurs qui y ont déjà été. Merci beaucoup, Fleur Chéri. On fait une petite pause et puis on revient sur le désir mimétique avec Jean-Michel Ougourlian. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Jean-Michel Ougourlian à l'occasion de la sortie de ce livre, Les mécanismes du désir, comprendre la passion, la jalousie et la rivalité. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est aux éditions Robert Laffont. Il est tout chaud et il est formidable et je suis ravie que vous ayez eu le temps de venir nous rejoindre, Jean-Michel Ougourlian. C'est moi qui vous remercie, je suis ravi. Et nous avons Gloria justement, qui a été attirée par le mari de sa sœur. On est en plein dans le sujet là. Bonjour Gloria. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Et merci de prendre la parole justement, Gloria. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Alors voilà, donc ma sœur, elle s'est mariée, je suis plus jeune qu'elle, d'accord, donc on a quand même 2 ans de différence. Et donc j'étais très très souvent avec ma sœur dans son appartement. Il y a une très très grande complicité entre moi et ma sœur. Et donc elle s'est mariée et j'ai eu un coup de cœur pour son mari. Alors j'ai gardé ça pour moi forcément, mais il y avait une complicité qui s'était installée. Par exemple quand ils disputaient, j'avais tendance à prendre plus la défense de son mari que celle de ma sœur, parce qu'il y avait un lien qui s'était créé entre lui et moi. J'avais l'impression qu'on se comprenait, et j'ai fini par le dire à ma sœur. C'est intéressant parce que déjà on voit que vous vous mettez donc allié de cet homme et donc en rivalité avec votre sœur, Jean-Michel Ougourlian. Je décode bien. Vous êtes très en avance. L'élève. Vous êtes très en avance sur le programme mimétique. Non, mais en fait c'est très évident. Elle a désiré ce mari de sa sœur, parce que sa sœur l'a désiré, puisque les 2 sœurs, j'imagine, avaient toujours partagé les mêmes goûts, les mêmes sorties. Exactement, très complices. On a fait les mêmes bêtises ensemble, les 400 coups, et on avait aussi les mêmes goûts, un peu les mêmes goûts pour les garçons. Donc, voilà, exactement. Alors c'est exactement la pièce de Shakespeare, les 2 gentilshommes de Vérone. Vous savez, c'est les deux potes qui ont toujours tout fait ensemble, et puis le jour où l'un présente une fille à l'autre, ils deviennent, ils la désirent à son tour et ils deviennent rivaux. Et vous êtes rival de votre sœur, mais gentiment, parce que en fait, votre rivalité se limite à prendre le parti de son mari contre elle. Oui. Je trouvais qu'elle n'était pas objective quand elle avait tendance à venir se confier à moi. J'avais tendance à plutôt prendre sa défense à lui au lieu de prendre la défense de ma sœur. Mais évidemment, parce que là, ça vous permettait d'avoir une soupape de sécurité, vous permettant d'exprimer votre rivalité avec votre sœur, sans pour autant aller aux extrémités de lui prendre son mari ou quoi. Mais vous preniez pas le mari, vous preniez son parti. Exactement. Et je trouvais qu'elle exagérait, qu'elle avait justement de la chance d'avoir un mari qui était très à son écoute. Donc en fait, voilà, je voyais tous les défauts de ma sœur et je voyais toutes les qualités de son mari. Oui. C'est ça, absolument. Et donc, à un moment donné, vous réalisez que vous êtes dans une situation impossible, qui vous faisait souffrir, j'imagine. Vous sentiez peut-être un peu... Il y a eu une dispute, en fait, et c'est suite à une dispute où j'avais ouvertement pris son parti, parce que j'avais trouvé qu'elle avait exagéré. Et puis là, c'est parti en dispute. Et puis après, je me suis remis en question. Puis je me suis dit, c'est vrai que je suis pas véritablement objective. J'ai tendance à prendre sa défense à lui parce que j'ai quelque chose pour lui. Je me suis rendu compte que j'avais toujours tendance à dire, oh, mais t'exagères, mais voilà, et elle s'en était rendu compte. Elle me dit, mais alors, je comprends pas. Là, elle me dit, et puis je lui ai dit, écoute, je crois que je l'aime bien, ton mari. Elle m'a dit, oui, je me suis rendu compte. Et je me suis rendu compte que lui aussi t'aimait bien, parce que souvent elle me disait, ta sœur, elle réagirait pas comme ça. Et là, c'était pas bon. C'était pas la bonne chose. Et ce qui est bien, c'est que vous avez su décoder un peu ce qui était en train de vous arriver au lieu de vous jeter dans les bras du mari, parce que là, vous perdiez votre sœur. Et puis, vous avez su en parler avec votre sœur, ce qui a, j'imagine, désamorcé un petit peu l'histoire. Et alors, comment ça s'est terminé? Enfin, pas terminé, mais comment ça a évolué? Après, je suis toujours restée très très complice avec ma sœur. Donc par la suite, moi-même, je me suis mariée. Puis après, on était amenés à critiquer chacune les défauts de nos maris plutôt que les qualités. Donc on est restés toujours très complices, moi et ma sœur. Mais c'est vrai que ça avait déclenché quelque chose chez moi, quoi. Je l'enviais. Je me disais, elle a un super mari, il est très à son écoute. Et puis on avait beaucoup de points en commun, les deux, moi et son époux.
Et est-ce que le fait que Gloria était la cadette, puisque votre sœur était aînée de 2 ans, c'est plus fréquent dans ce sens-là, Jean-Michel Gourlian, ou pas forcément? Non, je crois que ça n'a pas de rapport avec la... Non, c'est simplement... Le désir mimétique s'est mis en route immédiatement dès qu'elle a vu qu'elle était amoureuse de ce monsieur, qu'elle l'a épousé. Et à ce moment-là, elle avait un mari et elle avait rien. Elle avait pas de mari. Et donc, par conséquent, sa rivalité mimétique avec sa sœur s'est exacerbée, mais elle n'a pas été violente. Elle s'est contentée de prendre le parti du mari systématiquement pour contrer sa sœur. Oui. Et puis après, quand elle s'est mariée à son tour, elles se sont retrouvées toutes les deux parce qu'elles ont échangé en quelque sorte leurs problèmes concernant chacune son mari ou le mari de l'autre. Elles se sont mises toutes les deux contre les maris. Voilà, et il s'est constitué un clan féminin contre le clan des masculins. Oui, et c'est là où on voit à quel point on a besoin toujours de l'autre pour avancer dans son désir, que ce soit un désir sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'existe que dans le rapport à l'autre. Absolument. On ne peut pas exister tout seul comme ça sur une île déserte. Regardez même Robinson Crusoe, il s'emmerdait ferme jusqu'à l'arrivée de vendredi. Et oui, mais merci de ce témoignage, Gloria, parce que j'entends de temps en temps quelqu'un qui m'appelle un peu au secours parce que justement il tombe amoureux de sa belle-sœur ou de sa belle-mère ou de son beau-frère, enfin bref, qu'importe. Et à chaque fois, j'essaye de prévenir que c'est pas, enfin qu'il faut arrêter Absolument. Oui. Mais parfois, on sent bien que le désir mimétique s'enflamme et que ça va débouche sur la rivalité débouche sur la violence, et la violence débouche finalement, comme Caïn et Abel, sur le meurtre. Oui, on n'irait pas jusque-là, mais bon, je me souviens qu'à l'époque, quand j'allais chez ma sœur, j'étais contente de savoir que son mari était là, vous voyez, parce qu'il y avait une complicité entre nous, vous voyez, elle était dans le salon, j'étais avec son mari, on discutait, on échangeait, vous voyez, donc j'étais contente, j'allais à la fois voir ma sœur et son mari. Et c'est là que je me suis dit, oulala, il y a un problème. Oui, et aujourd'hui, ça y est, vous êtes totalement... oui, complètement. C'est votre beau-frère, et il n'y a plus aucune... Non, plus du tout aucune ambiguïté. Non, pas du tout. Eh ben, c'est bien, vous êtes quelqu'un de sage, Gloria, bravo. Bravo, vous avez trouvé toute seule le mécanisme qui permet de désamorcer en quelque sorte la rivalité mimétique. Mais les circonstances vous ont aidé puisque vous vous êtes mariés de votre côté et ça vous a rapproché de votre sœur et puis elle s'est rapprochée de vous. Elle a commenté les actions, les réactions de votre mari, vous l'avez de votre côté commenté sur le sien et puis voilà. Vous vous êtes retrouvés complices. Tout à fait. Bon, eh bien, merci beaucoup, Gloria. Je crois que le témoignage de Gloria est un cas d'école. C'est un cas d'école, mais c'est un cas d'école positif, parce que ça aurait pu très mal tourner. Et j'ai eu comme ça, dans mon exercice, des cas où la sœur s'était mariée, sa sœur non encore mariée, était tellement jalouse, mais elle n'osait pas, compte tenu, comme disait votre collègue tout à l'heure, du fait que ça se passait il y a longtemps, elle n'osait pas avouer qu'elle l'était. Alors ce qu'elle a fait, elle avait trouvé une solution, elle a essayé de brouiller sa sœur mariée avec sa mère, de manière à créer des problèmes à l'intérieur de la famille, et à ce que la mère prenne en grippe le mari de sa sœur, de manière ainsi peu à écarter la sœur du cercle familial, elle et son mari, pour bien montrer que... Enfin, tout ça va dans tous les sens. Oui, on est capable de manipulation et de manière... c'est ça. Pour justement... Et au fond, nous sommes les jouets de nos désirs mimétiques, et plus nous arrivons à en prendre conscience, plus nous pouvons échapper désamorcer, bien sûr, à la fatalité. C'est pour ça que tout à l'heure, ce que je disais avec votre collègue, c'est très important d'être prudent. Voilà.
Et on va continuer bien sûr à l'être durant cette deuxième heure, toujours avec Jean-Michel Hougourlian. On continue à évoquer le désir mimétique avec vous au 0826 300 300. La petite devinette, Jean-Michel Hougourlian, comment reconnaît-on un Belge dans une partouze? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Michel Hougourlian nous tient compagnie aujourd'hui. Vous évoquez les mécanismes du désir, comprendre la passion, la jalousie et la rivalité. C'est aux éditions Robert Laffont, ça vient de sortir, c'est tout chaud. Vous parlez dans le début du livre, dans l'introduction, de beaucoup de cas de patients que vous avez rencontrés qui étaient en couple et qui étaient dans la rivalité, qui étaient dans le désir, etc. Et vous expliquez tout au long de ce livre comment on peut en sortir de manière à ne pas être dans une relation qui va devenir toxique. Et c'est pas simple parce que ça fait partie de notre nature d'humain. C'est normal de désirer ce qu'a l'autre. La jalousie, c'est universel. Absolument. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir. Comment on reconnaît un Belge dans une partouze, Jean-Michel Hougourlian? Je suis incompétent. Pour les Belges ou les partouzes? Bon, c'est simple. Un Belge dans une partouze, c'est le seul qui baise sa femme. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Et évidemment. Bon, ouais. Je les aime bien, les Belges, qu'ils se rassurent. Nous sommes avec Fabienne maintenant. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors vous avez été attirée par le fils d'une amie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et on est encore à nouveau dans le désir mimétique, non? Évidemment. Et oui. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Vous êtes pardonné, alors. C'est ça. Il y a prescription. Non, mais il n'y avait rien à pardonner, on n'a rien fait de mal en fait. Parce que c'était une amie d'ailleurs que j'ai perdue de vue depuis longtemps, qui avait environ une dizaine d'années de plus que moi. Donc j'avais 45, elle en avait 55. Son fils devait avoir 35, donc 10 ans de moins que moi. Oui, donc vous étiez quand même entre adultes, c'était pas... Voilà. Parce que là, on pourrait critiquer si le gamin avait eu 15-16 ans et que vous voilà, étiez... et on se voyait de temps en temps, je le voyais de temps en temps chez sa mère, et je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on se voyait, je sentais des choses qui se passaient, et lui aussi, mais on n'a jamais parlé de rien du tout. Et puis peut-être 3 ans après, ils se séparent. Et bon, moi j'avais une voiture à acheter, lui s'y connaissait un peu en voiture, et du coup il vient essayer la voiture avec moi et tout, et il me regarde dans le moteur, impeccable et tout. Et il se sépare de qui, de sa femme? Il s'est séparé de sa femme, d'accord, il avait une femme et 2 enfants à l'époque, oui, donc moi je touche pas à quelqu'un qui est en couple, voilà, et puis en plus ça menait à rien, quoi. Je me disais non, quoi. Bref, en plus le fils de mon ami. Donc voilà, l'histoire a commencé à ce moment-là, l'histoire de la voiture, là, et on l'a pas dit à sa mère, parce que je me sentais pas très à l'aise, quoi. Mais évidemment, elle l'a senti un jour, elle m'a dit, mais tu serais pas avec... donc je ne vais pas donner son prénom ici. Mais... Et puis je dis, bah oui, on a craqué. Elle me dit, écoute, c'est votre histoire. Hein. Donc c'est vrai que ça a duré quelques mois, on était très bien. Et un jour, c'est quelqu'un qui parcourait tous les concerts de U2. Et à un concert de U2, il a rencontré une fan de U2 à San Francisco, et il est resté aux États-Unis. Voilà, j'ai jamais revu. D'accord, mais là, en l'occurrence, donc le fils d'une amie, c'est pareil. Enfin, c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est pas tout à fait pareil, et puis surtout là, nous avons affaire à des adultes. Je veux dire, le gars, il a 35 ans, le fils. Oui, il est libre. Il est libre quand vous sortez. Il est marié, il a des enfants. Je veux dire, c'est pas un perdreau de l'année. Non. Et sa mère devait certainement avoir une grande affection pour lui, vanter ses qualités, etc. Puis petit à petit, elle a orienté. Vous avez imité le désir de la mère vis-à-vis de ce garçon. Non, je n'ai pas l'impression. Non, c'est vraiment quelqu'un qui. Mais la première fois, la première fois que vous le rencontrez, est-ce que votre ami vous en avez déjà parlé de son fils?
Elle a 2 fils, elle m'avait parlé de ses 2 fils, pas plus de lui que de l'autre. Non. Non, je me rappelle pas, ça fait longtemps, donc j'ai l'impression qu'elle m'avait parlé de plus de lui. En tout cas, là où vous avez eu de la chance, si je puis dire, c'est que votre amie aurait pu ne pas supporter que vous ayez une relation avec son fils. Oui, ça j'en ai eu peur, oui. Au début, elle n'était pas très... Ça l'amusait pas trop, et puis après, elle dit, bon, je peux rien faire, de toute façon. Donc on se voyait rarement ensemble, avec sa mère, quoi. Oui, c'est une situation qui est quand même un petit peu complexe dans le sens où vous êtes amies toutes les deux, mais en même temps c'est son fils. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu voilà. Bon, après, comme le dit Jean-Michel Gourlian, vous étiez deux adultes. Il y a rien, il y a pas de jugement à avoir, mais la mère aurait pu être un peu dérangée. La mère aurait pu être jalouse en disant, mais enfin, pourquoi serait-elle jalouse de vous alors que son fils était déjà marié? Elle aurait pu être jalouse de la femme du fils, beaucoup plus volontiers que de vous. Oui, c'est vrai, un peu plus. Oui. Puisqu'il était plus marié quand il sort avec Fabienne. Non, mais avant qu'il sorte avec moi, je me rappelle que, avec son fils, la belle-fille, c'était pas... Bon, je ne vais pas dire qu'elle était jalouse, je ne vais pas dire ça. Ah, mais les rapports mère-belle-fille sont souvent beaucoup plus compliqués que les rapports père-beau-fils. Hein. C'est possible. Il y a souvent beaucoup de rivalité, oui, dans ce genre de rapport. Mais c'est pour ça qu'elle aurait pu, à un moment donné aussi, ne pas apprécier trop que vous soyez la maîtresse de son fils. Mais là, je crois que vous avez tous réagi en adulte responsable. Mûr, si je puis dire. Oui, c'était un coup de cœur, hein, franchement. C'est vraiment... j'étais très déçue quand il m'a dit qu'il repartait aux États-Unis, qu'il avait rencontré quelqu'un. Bon, voilà. Ah oui, mais ça, vous avez souffert, et bien entendu. Et puis ça, c'est autre chose. Alors la mère n'a plus rien à voir là-dedans. Non. Lui est parti, donc... j'imagine que si vous l'avez rencontré à 35 ans, et quand il est parti aux États-Unis, il devait déjà avoir 40 ans ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Je sais que maintenant, il n'y est plus. Ils se sont séparés, ils ne sont plus ensemble. Ah oui, la saga continue. Mais bon, voilà, je n'ai pas cherché à le revoir. C'est du passé. D'accord, mais... Avançons. Mais absolument, mais en même temps, vous aviez envie de nous en parler. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, c'est curieux, ça m'a fait revenir cette histoire-là. Je ne me rappelais plus du tout de cette histoire. Et c'est vrai que finalement, j'étais mal à l'aise que ça se passe, même si j'en étais contente moi, parce qu'il m'attirait depuis longtemps. Mais ça m'est un peu mal à l'aise. Oui, vous sentiez bien que quelque part, il y a quelque chose... on va pas dire d'incestuel, mais un petit peu quelque chose qui fait que... Un petit peu, oui, parce que j'ai une amie, c'est son fils, quoi. Donc... Oui, bien sûr. J'ai jamais sorti avec le fils d'une amie, c'est bizarre. Mais comme il était adulte et vous aussi, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais on voit bien qu'il, quand même, quoi qu'on en dise, et tant mieux d'ailleurs, on a une certaine éthique en tant qu'humain des autorisations qui sont tout à fait faciles et puis de celles qui sont un tout petit peu transgressives. Oui. Si j'étais freudien, je dirais qu'inconsciemment, vous avez couché avec votre fils. Le fils de votre ami étant dans votre inconscient votre propre fils. C'est évidemment le côté... C'est l'histoire d'Oedipe. Voilà. Mais en effet, dans la réalité, c'est absolument pas ça, évidemment. Merci Fabienne, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Michel Gourlian est avec nous. Il nous explique le désir mimétique dans ce livre, Les mécanismes du désir que vous pouvez vous procurer. C'est aux éditions Robert Laffont. Et nous avons Tom qui est avec nous, qui veut aborder lui aussi le sujet du désir. Le désir, hein, Tom, c'est un moteur, mais il nous emmène parfois sur des chemins difficiles, n'est-ce pas ? Absolument. Mais dans le cas précis
de votre thème aujourd'hui. D'ailleurs, bonjour à vous. Et donc, c'est pas vraiment mon cas. Je dois dire ces désirs mimétiques, j'en éprouve pas vraiment ou je n'ai pas encore éprouvé. Par contre, évidemment, qui ne regarde pas les femmes et bon, les autres qui regardent ce qu'ils veulent. Mais bon, oui, ça m'arrive évidemment. Et tout récemment, c'était très drôle. J'ai dû chercher quelqu'un à la gare. Et il y a quelqu'un qui était interpellé apparemment par ma voiture. Elle n'est pas très rutillant. C'est une vieille Golf de certains peu vintage. Et elle me regardait avec des yeux grands ouverts et j'étais tout surpris puisque bon, c'est pas Madagen ni la voiture que je crois qu'ils sont particulièrement alléchantes. Donc en gros, elle a insisté. Et donc, je suis sorti de la voiture, puisque de toute manière, il fallait que j'attende. Et la personne m'explique qu'elle partirait avec une Golf à Budapest. Elle faisait du covoiturage et elle attendait et me disait, bon, donc on part. Et c'était une très belle femme, je dois dire que j'étais un peu surpris de cette. Donc elle vous proposait, si je comprends bien, que vous l'emmeniez dans votre Golf à Budapest, c'est ça? Non. C'était en fait, elle avait, je crois, elle ne connaissait pas énormément de choses sur les Golf et je lui dis, écoutez, non, c'est pas avec cette voiture que vous partirez à Budapest. Elle partait avec quelqu'un de Blablacar qui avait une. Ah d'accord, elle avait rendez-vous à cet endroit-là avec quelqu'un. Elle était drôlement sympathique et. D'accord, et vous auriez bien aimé que ce soit avec vous qu'elle puisse partir à Budapest. D'accord, donc elle vous a confondu, elle a cru que c'était vous avec qui elle avait rendez-vous pour Blablacar. D'accord, j'ai compris. Exactement. Voilà l'histoire. C'était assez drôle et je pense que ça fait un peu l'essai de la vie de pouvoir répondre à ce Et vous avez imaginé quand elle est venue vers vous que en fait vous lui plaisiez, c'est ça? Pas vraiment, je suis pas. Non, mais vous avez pas. En gros, elle était sympathique, elle avait une bonne tête. Oui, j'ai bien compris, C'était. Non, mais c'était pas pour vous. Non, mais attendez, une femme qui vient vers vous et qui commence à vous parler de votre voiture et tout, ça peut être une manière de vous draguer. C'est tout à fait. Et là, ce serait l'objet qui serait finalement le sujet du désir mimétique. Oui, absolument. Mais ça, je trouve que ça, c'est très sympathique de profiter. Donc, après, j'ai pu l'aider parce que son français était encore plus approximatif que le mien. Et donc, j'ai pu trouver quelqu'un qui Vous avez trouvé son chauffeur. Voilà, exactement. Qui attendait de l'autre côté de la rangée des voitures alternatives. Voilà. Donc j'ai même rendu service, ce qui était à l'évidence, c'était sympa. Bon, Tom, vous êtes quelqu'un de pragmatique, on va dire, hein. Mais en effet... Bon, cela étant dit, Tom, nous sommes tous habités, d'après Jean-Michel Ougourlian, par le désir mimétique. Hein. Ça vous arrive pas de temps en temps de regarder une pub à la télévision et de vous dire, tiens, ce serait sympa d'avoir ça? Mimétique, non, mais en fait, oui, d'accord. Okay. Mimétique, évidemment, il y a des, il y a des attractions, mais je dois dire qu'on m'avait posé la question en amont en disant est-ce que c'est dans la famille ou parmi des amis. Je dois dire que ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire une espèce de il y a un interdit. Alors justement, c'est une question intéressante que vous me donnez, Tom. Jean-Michel Ougourlian, est-ce que quand on a ce qu'on appelle en psychanalyse un surmoi assez fort, notre désir mimétique pour donc la femme de notre ami ou du coup va être inhibé par notre surmoi? Je ne sais pas s'il va être inhibé, mais il est certain que l'interdit fouette le désir.
Parce que si l'autre a un objet que non seulement il possède et que vous ne possédez pas, mais qu'en plus il vous interdit de toucher, que ce soit sa femme ou que ce soit sa voiture ou que ce soit... Oui, mais ça, je comprends bien, mais c'est pas ma question. Parce que on va revenir, puisque vous en parlez dans votre livre, oui. On va revenir sur les 10 commandements, finalement. Vous dites, vous dites que les 10 commandements, puisque à un moment donné, vous parlez du péché originel, etc. Bref, vous dites que les 10 commandements, finalement, sont les 10 manières de lutter contre le désir mimétique. Contre le désir mimétique. Donc tu ne voleras pas, par exemple. Tu ne voleras pas, et surtout le 10e commandement est absolument extraordinaire. Il précise, tu ne désireras pas et tu ne prendras pas l'âne, la femme, la charrette, enfin toute une série d'objets de ton voisin, nommément nommés, enfin décrits. Ce n'est pas que tu ne voleras pas, non, il précise. Tu ne prendras pas son âne, tu ne prendras pas sa maison, tu ne prendras pas sa femme, tu ne prendras pas... Il y a toute une déclinaison de choses qu'il ne doit pas prendre. Et c'est textuellement incroyable. Et donc, ça doit vous... merci Tom de m'avoir fait penser à interroger Jean-Michel Gourlian justement sur ces 10 commandements. Et ça doit vous désespérer, Jean-Michel Gourlian, quand vous voyez notre société où justement ces 10 commandements sont bafoués... sans arrêt, vous devez vous dire, mais où va la civilisation, où va la société, non ? Si vous voulez, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent à parler d'apocalypse, c'est-à-dire qui commencent à penser que nous sommes à la fin de l'humanité, oui. De l'humanité, parce que comme elle a totalement perdu toute boussole et que maintenant tout le monde se bat avec tout le monde. Tout le monde est jaloux de tout le monde. Tout le monde veut avoir ce que l'autre a parce qu'il n'est pas satisfait par ce qu'il a, souvent à juste titre d'ailleurs. Plus personne n'accepte la frustration. On n'accepte plus la frustration en quelque sorte. On n'accepte plus ni la frustration, ni rien. Donc par conséquent, à ce moment-là, est-ce que nous sommes proches de l'apocalypse? Parce que tout ça va déboucher sur la violence. N'oublions pas que le désir mimétique, lorsqu'il est contrarié, le possesseur de l'objet que nous convoitons devient notre rival. Ce rival entraîne une rivalité mimétique qui va s'exacerber en violence, et la violence va détruire littéralement les deux individus en question ou toute la société, si ce sont deux groupes sociaux qui s'affrontent. Et là, ce qui est très extraordinaire d'ailleurs et qui est intéressant, c'est que plus les adversaires, en quelque sorte, ou les rivaux sont proches, plus la violence est violente. Ça commence avec Caïn et Abel, c'est des frères. Et pourtant, il y en a un qui tue l'autre tellement il ne peut pas supporter que l'autre ait été accepté alors que lui n'a pas été accepté. Oui, qu'on apprécie l'offrande de Abel, Caïn ne le supporte pas et tue son frère. Et aujourd'hui, regardez, si vous voyez l'Ukraine et la Russie, c'est le même peuple. Eh bien, ils s'entretuent. Par exemple. Merci Tom, en tout cas. Écoutez, si vous avez envie de bien comprendre ce mécanisme du désir mimétique, ça s'appelle Les mécanismes du désir. C'est aux éditions Robert Laffont. Vous restez avec nous, Jean-Michel Gourlian. On se retrouve pour le Love Conseil. Le sexe permet de rester amoureux. Vous ne serez peut-être pas d'accord, vous aurez le droit de réagir. Et puis on va parler aussi de corrida dans un instant avec une journaliste écrivaine qui vient de sortir un livre, La vie à mort. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Jean-Michel Gourlian, je vous propose ce Love Conseil, le sexe permet de rester amoureux. En fait, on a tendance à penser le contraire, c'est parce qu'on est amoureux, qu'on a du désir et qu'on a envie de faire l'amour. Alors, c'est vrai, mais les neurosciences nous ont démontré que c'est le rapport sexuel qui maintient le sentiment amoureux. Alors, c'est quand même intéressant de comprendre ça. C'est simple, pour rester amoureux, il faut prendre physiquement soin de l'autre et donc faire l'amour. Et
c'est important de comprendre ce processus, c'est de le mettre en place dès le départ, avant que les relations sexuelles s'estompent, parce qu'après il va devenir plus difficile de retrouver le bon rythme. Hein. Quand je parle de bon rythme, c'est celui qui vous convient à tous les deux. Hein. Il n'y a pas de normes là-dessus, parce que dès qu'on s'éloigne un petit peu sexuellement, eh bien, on ne dégage plus cette fameuse ocytocine, endorphine, sérotonine, qui fait qu'on se sent attaché à l'autre. Voilà, donc si vous êtes vraiment éloigné sexuellement, il faut remonter à la source. Quels étaient vos moteurs sexuels au départ? Qu'est-ce qui vous rapprochait sexuellement? Et voyez s'il y a encore quelque chose de cet ordre-là pour rallumer la flamme, parce que sinon, je pense que votre couple devient un couple d'amis, hein, pourquoi pas, mais le danger, c'est qu'à un moment donné, le désir s'allume ailleurs. Hein. Oui, mais c'est une question d'âge aussi. Oui, bien sûr, c'est une question d'âge, mais enfin, on peut toujours à tous les âges garder de l'intimité et garder. Ah non, l'intimité, la sympathie, comment dirais-je, le plaisir d'être ensemble. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de faire des choses ensemble. De se prendre le plaisir, la main, je veux dire. Oui, c'est ça. Tout ça est très important. Mais évidemment, on ne peut pas avoir la même activité sexuelle à 20 ans, 25 ans, 30 ans. On peut, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, plus on va maintenir une bonne intimité et notamment une sexualité dans le couple, plus on va maintenir le sentiment amoureux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment entendu, compris. Et c'est important de le rappeler. Je crois que c'est vrai, mais je crois aussi que l'entente entre les deux membres du couple est très importante pour maintenir la sexualité. Et j'ai souvent dit à certains de mes patients, écoutez, vous engueulez tout le temps, on ne peut pas faire la guerre toute la journée et l'amour toute la nuit. Oui, mais c'est aussi parce qu'on fait plus l'amour qu'on fera moins la guerre. Donc c'est un sujet. Mais si vous faites la guerre, si dès que vous vous réveillez, vous commencez à vous engueuler, il est bien certain que petit à petit, et quoi que vous fassiez... Alors j'entends ce que vous dites et ça, bien sûr que ça a du sens et je ne suis pas en train de dire que c'est faux, mais je veux dire aussi que quand on parle par exemple de réconciliation sur l'oreiller, ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait la guerre il faut se réconcilier sur l'oreiller. Ça veut dire que si on a des rapports sexuels réguliers, le fait que les deux corps s'apaisent et s'apportent de l'ocytocine, de la sérotonine, etc., ça va moins donner envie de s'agresser pour des petits détails de la vie quotidienne. Oui et non, je dois dire, dans mon expérience, j'ai vu des cas où effectivement au départ il y avait une grande passion physique, etc. Et puis petit à petit, elle a été, cette passion physique, altérée par le fait que il y avait tout le temps un problème de rivalité et de bagarre entre les deux. J'entends bien, mais je peux vous assurer que mon avis, mais après je respecte le vôtre, si on maintient une bonne sexualité, on va un peu inhiber la rivalité. C'est certain. C'est certain. Donc c'est quand même intéressant de comprendre à quel point la sexualité... on le sait très bien, quand un homme a fait l'amour, il n'a pas spécialement envie de faire la guerre. Hein, non. Et donc peut-être que c'est quand même quelque chose d'important à comprendre dans certains couples, plutôt que de se disputer sans arrêt, peut-être mieux mettre de l'agressivité dans la sexualité, ça sera plus... mais je comprends que ça vous fera moins de patients, Jean-Michel. Vous savez, moi je n'ai plus de patients, mais le problème, si vous voulez, j'ai vu très souvent des couples qui au départ étaient très 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 amoureux, faisaient l'amour sans arrêt, et qui petit à petit, par l'installation de la rivalité entre eux, par le fait que
la femme ou l'homme passait son temps à critiquer, à engueuler, à tous les sur Mais tous c'est les parce sujets, qu'il les sujets les plus. C'est parce qu'il n'arrivait pas à la faire jouir, donc évidemment elle le critiquait tout le temps. Ah non, même si elle arrivait à la Bon faire allez, jouir. c'est pas le sujet du jour, mais on va évoquer maintenant la tauromachie avec ce livre qui est aux éditions Flammarion, La vie à mort. Nous sommes en ligne avec Gaëlle Tchakaloff. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes à la fois journaliste et écrivaine, et vous avez suivi pour ce livre qui n'est pas vraiment un roman, hein, c'est un récit. Vous avez suivi cette femme assez étonnante dont j'avais déjà entendu parler. Alors moi j'avoue que je suis très, par rapport à la tauromachie, j'ai pas d'avis vraiment tranché. D'abord parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Séville et de voir les élevages de taureaux. Ensuite, je comprends toute la symbolique de la tauromachie. Et je trouve que vous avez fait un livre formidable sur ce point, parce que même si on n'est pas pour la tauromachie, même si on est pour la tauromachie, on lit entre les lignes la passion de cette femme pour les animaux, pour son métier et tout ce que ça signifie. Oui, alors je suis très sensible à ce que vous me dites, évidemment. Merci beaucoup. Moi, je n'aime pas la tauromachie et je fais partie de ces tempéraments un peu mièvres urbains qui sont bouleversés quand un chat mange un lézard. Vous voyez, donc j'étais pas vraiment faite pour suivre un torero. Léa Vicenne, c'est effectivement la plus grande torero du monde. Je dis bien torero parce qu'elle veut qu'on l'appelle torero et non pas torera. Et j'ai été fascinée par sa puissance, par son intensité de vivre et par ce destin incroyable. Mais j'ai pas tellement réfléchi au fait qu'il fallait que j'aille dans les arènes si je la suivais. C'est-à-dire que comme elle est très amoureuse des animaux, qu'elle vit dans une finca entourée d'une centaine d'animaux dont elle est extrêmement proche, avec lesquels elle dort, etc., y compris des taureaux, je n'ai pas imaginé qu'il faudrait que j'aille dans les arènes. Donc c'est d'abord un livre sur le modèle d'une femme libre. Ensuite, je l'ai suivi effectivement dans les arènes. Je me suis beaucoup évanouie. Vous le racontez avec beaucoup d'émotion et d'humour d'ailleurs. C'est vraiment. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que ça nous remet en cause dans nos convictions, je trouve. Et j'aime bien justement parce que vous êtes sincère quoi dans votre étude. Je suis contente en tout cas que le lecteur le sente. Oui, j'ai été sincère. C'est à cheval entre le récit et le roman vrai, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir et j'espère que ça donne à réfléchir au lecteur sur le rapport entre l'homme et l'animal, parce que du coup je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut être si paradoxal? Je parle d'elle, la torero, la star mondiale. Comment est-ce qu'elle peut soigner un taureau toute une nuit et dormir avec lui alors qu'elle en tue 6 par semaine? Et je pense qu'en fait ce paradoxe il est inhérent depuis le début à la nature humaine. Ça ne veut pas dire que je défende la corrida, ça ne veut pas dire non plus que je sois anti-corrida, parce que moi je suis anti-rien. Je pense qu'il faut laisser tout le monde libre de faire des choses dès qu'elles ne font pas de mal à l'âme humaine. Là je ne sais pas si ça en fait, mais ce qui est très étrange, c'est de voir que tous les toreros sont des gens bien, c'est-à-dire bienveillants, généreux, très à l'écoute des autres. Et évidemment ça m'a amené à me poser la question de savoir est-ce que c'est pas parce qu'ils ont laissé toute la noirceur humaine, toute la barbarie humaine à l'intérieur de l'arène. Non, mais je trouve que il y a des phrases comme ça que j'ai reliées, que j'ai reprises, notamment quand vous dites, quand vous parlez de cet homme qui travaille, qui dit moi je suis heureux de faire ça. Avant je travaillais dans un abattoir, c'était beaucoup plus rude. J'entendais les bêtes hurler pendant qu'elles faisaient la queue dans le couloir de la mort. On voit bien que c'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi. Et il y a le respect du taureau dans la tauromachie en fait. Et c'est ce que on sent à travers ce livre. Et puis on voit aussi cette femme Léa qui est qui a une complexité intéressante. Et c'est forcément toujours ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens qui sont pas linéaires, quoi.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'elle est à la fois extrêmement puissante et très libre, et en même temps, elle est quand même, elle met son sort tous les jours à la faveur de la trajectoire d'un taureau et de, je dirais, un peu la discrétion d'un jury, parce qu'on peut pas dire que ces gens aiment particulièrement les femmes systématiquement. Et puis, vous l'avez souligné, c'est comment est-ce que ce milieu tauromachique et les toreros aiment le taureau, c'est-à-dire qu'il y a un rapport un peu mythologique à cette bête. C'est-à-dire que comme dans la mythologie, le taureau est un attribut de puissance dès lors qu'il vous domine, et en même temps on le sacrifie. Donc il y a exactement le même calque que la complexité mythologique qu'est-ce qu'on retrouve dans la reine. Et c'est ça que je trouve fascinant. Mais j'ai réfléchi avant de vous inviter et de parler de ce livre La vie à mort, parce que je sais d'avance qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont être un peu choquées. Moi, je voudrais juste revenir sur justement ce qu'est le symbolisme. Si on ne revient pas au symbolisme dans notre société, on ne comprend plus rien. Et je crois que la tauromachie est vraiment le symbole du symbolisme, quoi. On ne tue pas le taureau, on affronte Thanatos pour justement ne pas être comment dirais-je, des barbares, quoi. Voilà, c'est tout à fait la question que je me suis posée et la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a quand même 6 à 7 millions de personnes dans le monde qui vont aux arènes régulièrement, c'est-à-dire qu'on considère comme aficionados. Pour quelles raisons y vont-ils? Et bien moi, je me suis forcée à y aller, quand bien même je m'évanouissais, pour essayer de comprendre. Et effectivement, il y a ce besoin collectif de se confronter à la mort dans nos sociétés où, au fond, la mort, on ne la montre plus, on la confie aux soignants, on la confie au thanatopracteur, mais on n'est pas comme dans une arène où on sent le dernier souffle du taureau. Donc, par effet de mimétisme, ce dernier souffle nous rappelle la mort, et par effet de paradoxe, parce que c'est ça la corrida aussi, c'est un spectacle qui célèbre la vie en donnant la mort. Donc, il y a tout le paradoxe de l'homme et de l'âme humaine qui se retrouve dans l'arène. Je crois que Jean-Michel Hougolian, vous avez envie de réagir. On va faire une petite pause et on va vous retrouver, Gaël Tchakaloff, et on va continuer de parler de ce roman essai qui a suivi cette torero Léa. Ça s'appelle La vie à mort. C'est aux éditions Flammarion. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on revient avec Jean-Michel Hougolian sur le désir mimétique et Gaël Tchakaloff qui est autrice de ce livre La vie à mort aux éditions Flammarion, où vous suivez cette torero Léa qui est à la fois Mère Teresa des animaux et qui en même temps tue ces taureaux dans l'arène devant une foule qui est complètement hypnotisée par le spectacle. Complètement, ouais. Jean-Michel Hougolian, vous qui avez travaillé avec René Girard sur le bouc émissaire, sur cette nécessité d'avoir un bouc émissaire, justement, ça vous parle, j'imagine, la corrida? Absolument, c'est-à-dire que pour moi, la corrida, il y a une dimension sacrificielle. Et le sacrifice, depuis toujours, dans les sociétés primitives comme même actuellement, c'est ce qui permet d'éliminer le bouc émissaire et de souder et de ressouder la société, de ramener la paix dans la société. Et il suffit de voir, quand on est dans une corrida, comment, à la mort du taureau, toute l'assemblée se retrouve soudée, applaudissant, et se sent rassérénés d'être tous en quelque sorte ensemble, vivants. Il y a une espèce de solidarité, d'apaisement, de reconstitution de la communauté humaine autour de ce mort. Il y a un deuxième aspect qui me paraît très intéressant et qui fait que ce sacrifice est très particulier, c'est que ce sacrifice, c'est une lutte à mort, c'est-à-dire que le torero risque sa vie quand même.
Oui, d'ailleurs, c'est en ça, je pense, qu'ils sont des héros pour le C'est ça, parce qu'il met sa vie en jeu. Qui aime la corrida. Il n'est pas dans un abattoir en train de couper la gorge du taureau, pas du tout. Bon, maintenant, cela étant dit, c'est vrai que suivant que l'on s'identifie, en quelque sorte, au taureau ou au torero, on a une approche différente. Moi, ce qui me gêne un petit peu, je dois dire, dans les corridas, c'est pas tellement la mise à mort du taureau, c'est les picadors, c'est-à-dire le fait de blesser le taureau, de l'épuiser, de le fatiguer, et il arrive à la fin, la langue pendante, et prêt à être tué. Et ça, cette espèce de martyrisation me gêne un peu. Moi, j'ai suivi une torera à cheval, donc il n'y a pas de picador dans la corrida à cheval. Je reviens juste sur votre notion de sacrifice qui pourrait être présente, mais moi, bien que je ne sois pas particulièrement défenseuse de la corrida, je pense que c'est beaucoup plus un combat qu'un sacrifice. Le fait est que elle, qui est la plus grande torero du monde, elle est couverte de cicatrices, elle a perdu la moitié d'un bras, et moi-même qui l'ai suivie 12 mois, en 12 mois, je l'ai vu se faire encorner plusieurs fois. Donc il y a quand même si l'homme gagne plus souvent que le taureau, il y a quand même un aspect qui est plus combatif que sacrificiel. Première chose. Deuxième chose, je suis tellement d'accord avec vous sur la réunion des âmes dans la confrontation à la mort. C'est-à-dire qu'il y a un débordement de vivre ensemble, de cohésion sociale. C'est une zone de non-droit où on boit, où on fume, où les sacs ne sont pas ouverts à l'entrée, où il n'y a pas de haut-parleur, et en même temps, c'est une zone de valeur, puisque la mort du taureau s'effectue dans un silence et dans un recueillement total. Donc, dans les sociétés qui sont aujourd'hui désertées par la religion, et peut-être restent aussi bien, on n'en sait rien, la corrida est une... parce que je fais une parenthèse, il y a un regain de présence dans les arènes, on est à plus 12% ou 13% dans le monde entier de présence dans les arènes. Je pense qu'il y a une espèce de spiritualité qui se joue là, dans la confrontation à la mort et dans le vivre ensemble. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, encore une fois, quel est le symbolisme de la corrida. Et puis je crois que si on a envie de lutter contre la souffrance animale, il y a des causes bien plus importantes. Il faut commencer par interdire les abattoirs, je pense. En tout cas, la manière dont certains abattoirs, et puis peut-être aussi l'élevage en batterie, tous ces élevages intensifs qui en plus créent du chômage, parce que du coup on n'a pas besoin de beaucoup de personnel. Enfin, je veux dire, si on veut aller vers un monde plus proche de la nature et de l'animal, je pense qu'il y a des combats bien plus importants que celui-là. Parce que le taureau de combat, il vit 3 ans, 2, 3, 4 ans sans avoir croisé l'homme, et ensuite il meurt en 12 à 15 minutes. Écoutez, moi je suis prête à mourir comme ça, parce que quand j'ai rencontré effectivement les bouchers des arènes, et de la viande étant achetée avant la corrida, et j'ai discuté avec ces gens qui travaillent parallèlement dans des abattoirs, ils m'ont dit qu'effectivement par rapport aux abattoirs, c'était le jour et la nuit, puisque dans les abattoirs il y a une queue monstrueuse, souvent les animaux font la queue stressés, dans les pieds, ils sont très stressés, hyper stressés, maltraités, et tout ça après avoir été élevés en batterie, donc c'est très très dur. Non, mais on est bien d'accord. En tout cas, moi, j'ai pas d'avis sur la corrida. Je veux pas rentrer dans ce débat, mais j'ai trouvé votre livre tout à fait remarquable, et c'est pour ça que. Et puis il y a aussi tous ces passages où elle parle où vous racontez son rapport aux chevaux, et moi j'ai eu une passion dévorante pour les chevaux, et c'est très juste la manière dont vous décrivez certains passages où elle tresse les chevaux, et elle a aussi avec les chevaux une sorte de comment dirais-je, d'intuition tout à fait fulgurante et de communion, et ça c'est quand même, enfin je veux dire, c'est un personnage, mais Pierre Durand m'en avait parlé, je crois, de cette ils sont très proches avec Pierre Durand. Et je crois que c'est un personnage à part, quoi. C'est une femme extraordinaire. En fait. Le personnage le plus proche auquel on pourrait la comparer, c'est Artémis, c'est-à-dire que c'est à la fois une chasseresse et
et en même temps une déesse des animaux. Et c'est sans doute le fait qu'elle comprenne aussi bien les animaux qui la met à l'aise sur le droit de vie et de mort qu'elle exerce sur eux. Parce que moi, j'ai bien vu les chiens la suivre dans les rues, quelle que soit la ville dans laquelle on est, les taureaux la suivent dans les prairies autour de chez elle, comme les chevaux la suivent, comme son dromadaire la suit, comme son cochon noir Peggy qu'elle a adopté la suit. Ils se reconnaissent en elle. Donc, il y a quelque chose de supérieur qu'elle a. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'extrêmement taiseux qui verbalise très peu, qui lit énormément, mais qui verbalise très peu à l'oral. C'est un animal. Et donc, oui, c'est un animal, mais on a tous une part animale. C'est sans doute pour ça qu'on continue à tuer les taureaux dans l'arène. Alors, juste une dernière question, et puis on vous laisse, Gaëlle Tchakaloff. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rencontrer cette femme ? Alors, je l'ai rencontrée par hasard. Et en fait, elle faisait la une du New York Times. Je me suis dit, tiens, c'est culotté, ces Américains qui la mettent en une. Je ne la connaissais pas du tout, mais qui mettent une torero en une, alors que c'est quand même pas des fous de tauromachie. Et une semaine après, j'étais à une terrasse de café à côté du musée Georges Pompidou. Et elle était assise à côté de moi, donc je l'ai abordée. Le livre, c'est vraiment fait, c'est joué sur le hasard. Oui, une sorte de synchronicité. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à vous. Non, je vous en prie, Gaëlle Tchakaloff. La vie à mort, c'est aux éditions Flammarion. Voilà, je crois que c'est un livre qui mérite d'exister. Et qui peut être, si vous aimez les animaux et si vous avez envie de mieux comprendre notre rapport à la vie et à la mort, ça peut vous intéresser. Jean-Michel Gourlian, merci aussi beaucoup. Merci à vous, cher ami. C'est un livre aussi qui parle finalement de la vie. Jean-Michel Gourlian, ça s'appelle Les mécanismes du désir. C'est aux éditions Robert Laffont. Fabrice Midal vous a encouragé à écrire ce livre sur le désir mimétique. C'est pas votre premier, c'est peut-être le plus grand public de tous les livres que vous avez faits, et ça c'est important parce que pour certaines personnes c'est compliqué le désir mimétique, et dans ce livre vous donnez des exemples très concrets. Vous parlez aussi de la genèse du désir, de la rencontre de Ève avec la pomme. Voilà, donc c'est un livre intelligent qui nous rend plus cultivés et que je peux vous conseiller évidemment. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci infiniment à vous, chère Brigitte. De rien, c'était un plaisir de vous recevoir, comme toujours. Nous sommes lundi avec Christophe Médici. On parlera de tout à fait autre chose. C'est lui qui a créé la méthode haute qualité relationnelle. Et j'ai eu envie de revenir avec lui sur la communication. On dit souvent que c'est essentiel dans le couple. Elle est souvent très mauvaise, la communication dans le couple. Et avec lui, on va essayer lundi de la rendre meilleure, parce que c'est tellement important, en effet, de savoir communiquer. Et puis tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delovan.